Bonjour et bienvenue dans la nouvelle édition de C'est meilleurs taux. Alors C'est meilleurs taux, c'est le programme de la communauté Meilleurs Taux. Alors vous allez me le dire, évidemment, la communauté Meilleurs Taux, c'est quoi? C'est 3 millions de personnes, oui, plus de 3 millions de personnes qui sont en contact avec nous pour leur crédit immobilier, pour les regroupements de crédits, pour les crédits professionnels, pour leurs fournisseurs d'énergie, pour évidemment les placements. C'est une activité qui est assez importante. D'ailleurs, je m'appelle Marc Fiorentino et je suis le cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Ce qu'on essaye de faire dans cette émission, tous les mois, et on en est à la 3e édition, c'est de réunir les meilleurs experts du groupe sur des sujets très précis, mais pour des raisons très précises aussi. L'idée, vous connaissez notre slogan, c'est de reprendre le pouvoir sur votre argent et vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est le sujet, entre autres, de l'élection actuellement, élection présidentielle, et c'est un sujet sur lequel, évidemment, on peut vous aider. On va le faire aujourd'hui avec nos meilleurs experts. C'est une star, c'est une star, il faut le dire. Il faut reconnaître, il y a des stars, il y a d'autres personnes, il y a des gens modestes, humbles. Elle est à l'immobilier ce que Karine Le Marchand est à l'agriculture, Maïté à la cuisine, Kim Kardashian à la télé-réalité et Brigitte Bardot au cinéma français. Maëlle Bernier, vous êtes le porte-parole. Quel titre énorme. C'est ça. Porte-parole de Meilleurs Taux. Oui. Et vous la portez bien, la parole. Bah oui, j'essaye. Un peu partout. Un peu partout. Beaucoup. S'il y avait un ministère de la défense du pouvoir d'achat des ménages, il obtiendrait le poste à l'unanimité. D'ailleurs, on va le proposer. Peut-être dans quelques jours. Bah oui. On verra. Bah, on vous verra quand même. Je suis candidat à ce poste, en tout cas, Marc. Et si vous avez le poste, vous viendrez nous voir quand même ou pas? Je négocierai, enfin, j'en parlerai avec mon chef. Avec votre président. Voilà. Avec votre président, votre présidente. Vous êtes le président de Moneyvox, donc des millions, des milliards ou des millions? 2 millions. Des millions de ménages consultent votre site et lisent votre newsletter quotidienne. Ça marche bien? Ça marche très bien. Tant mieux. Début d'année très fort. Éric Giraud, vous êtes un de nos spécialistes du placement. Vous êtes même président. Co-fondateur de Meilleurs Taux Placement avec vous, Marc, et président de Meilleurs Taux Placement, c'est quand même très bien. J'ai eu le plaisir de participer avec vous à pas mal de webinaires intéressants. En ce moment, il se passe énormément de choses sur les placements, on va en parler. Absolument. Il y a beaucoup de choses à dire. On avait parlé dans les éditions précédentes des fonds en euros, et puis là, on va parler d'un sujet qui occupe tout le monde et qui est un sujet d'ailleurs de la campagne électorale. Alors, dans le milieu, certains l'appellent le prince Harry, d'autres l'appellent le professionnel. C'est le meilleur allié des entrepreneurs à la recherche des financements. Il est anglais, mais on a accepté qu'il reste quand même. C'est Thomas Bostock, vous êtes le spécialiste du crédit professionnel chez Meilleurs Taux, et vous allez nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Tout à fait, Marc. Ça va, c'est pas trop dur d'être anglais en ce moment en France? Non, pas du tout. Bon, on vous garde. Je vous remercie. En tout cas, jusqu'à la fin de l'émission. Là, je vois des douaniers qui sont là et qui vous attendent, mais pour l'instant, on vous garde. C'est gentil, je suis honoré. Je me tourne vers vous, Maëlle, avec une question un peu inquiétante quand même pour notre communauté, qu'on voit revenir de plus en plus. On parle beaucoup de hausse des taux, on parle évidemment d'inflation, avec tous les événements qu'on a pu avoir depuis le début de l'année. On parle d'inflation, donc on parle de hausse de taux d'intérêt. Alors on a tendance à mélanger hausse de taux d'intérêt aux États-Unis et hausse de taux d'intérêt en Europe, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est de se dire, bon, comment ça va nous toucher? Est-ce que déjà ça va nous toucher dans nos crédits immobiliers? Alors, ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis le début de l'année, les banques remontent en fait de 0,10, janvier, février, mars, on va voir avril, on attend les barèmes, mais c'est vrai que globalement, on est sur un mouvement haussier qui est lié effectivement à cette reprise de l'inflation. On ne peut pas continuer dans cette situation-là. On a quand même des taux qui sont toujours très bas. On est au niveau de oui, c'est-à-dire historiquement, on reste très bas. C'est ça, on est autour de... Sauf qu'on s'est habitué à... On s'est habitué à avoir des taux, en fait, en dessous de 1%. Et là, on est repassé au-dessus de 1%. Néanmoins, ça reste quand même très, très raisonnable. Il y a encore 3 ans, on était un peu plus que 1,5. Donc, et puis, il y a très longtemps, pour ceux qui... Et même 1,5, ça nous paraissait... Ça paraît énorme, alors qu'on a connu des taux à 5% en 2008. Donc, mais c'est vrai qu'on est sur un mouvement...
où les banques, en gros, alors c'est pas que la fête est finie, mais c'est vrai que cette petite hausse, malgré tout, même pour des gens qui empruntent, ça peut Ça a un faire, impact immédiat. Hein. bah, écoutez, sur 200 000 euros, par exemple, ça peut, si vous passez de 1,20 à 1,10, pardon, à 1,35, bah, vous avez 13 euros de plus par mois. Donc, c'est pas forcément énorme, mais ça peut jouer sur l'endettement des ménages. Et puis, c'est vrai qu'on a des banques qui resserrent aussi les conditions d'octroi. Donc, taux qui remonte légèrement et progressivement, plus vigilance accrue et très forte sur le taux d'endettement, ça fait que vous avez un marché qui est, en tout cas des Français qui sont un peu plus inquiets qu'ils n'étaient paradoxalement il y a 2 ans quand ils étaient tous enfermés chez eux et qu'ils avaient des projets immobiliers plein la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, le crédit va coûter plus cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, Parce que là, on est là qu'est-ce qu'il pour faut essayer de faire? trouver des solutions pratiques. La solution pratique, c'est vraiment de tout regarder dans le crédit. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du taux du crédit. Je ne peux pas ne pas parler de l'assurance parce Ouais. que l'assurance. Vous aviez parlé de l'assurance Mais ça emprunteur. coûte plus cher que le crédit. Donc vraiment, quand vous faites un crédit immobilier, regardez le taux, enfin l'assurance, parce que c'est vraiment quelque chose qui coûte cher. Donc il y a des différences énormes. Vous allez du simple au triple, voire au quadruple, selon l'âge, selon l'assureur. Donc crédit immobilier, vous dites, comme vous nous l'aviez dit précédemment, assurance emprunteur. Déjà, Tout il à faut fait. regarder parce que ça devient... C'était marginal quand on avait des taux de 5%. Exactement, Aujourd'hui, ça c'est devient... ça. Vous dites que c'est peut être plus important. Oui, parce que contrairement au taux du crédit immobilier, au crédit immobilier qui est amortissable, Ouais, donc en ouais. fait on paye quand même de moins en moins, l'assurance elle est flat, donc en fait vous payez tous les mois la même chose et ça dure et ça ne descend pas. Donc c'est effectivement des coûts. Quand vous empruntez à 1%, si vous êtes assuré avec 2 têtes à 100% et que vous êtes assuré à 0,40, l'assurance va coûter plus cher. Donc c'est le cas de pas mal de personnes. Donc assurance emprunteur et du côté crédit immobilier, comparer. Comparer, parce que il y a une question d'objectif quand même atteint, d'objectif même à court terme, c'est-à-dire que des banques elles vont recevoir beaucoup de dossiers sur un mois et puis elles vont dire en gros Cofis, attention, on a Ça se passe vraiment ah comme mais ça. ça se passe comme ça. Alors c'est un petit côté marchand de légumes, c'est ça, très c'est sympa, très bizarre. mais c'est vrai, c'est-à-dire que C'est-à-dire, j'ai mon stock et j'ai plus rien à vous vendre. J'ai aussi les gens qui sont derrière pour traiter. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des régions, on va prendre, il y a des banques qui sont réparties en caisses régionales. Vous pouvez avoir une caisse régionale dans le Nord qui vous dit on ralentit parce qu'on a vraiment ce qu'il faut, et une autre qui vous fait une promo parce qu'elle n'a pas engrangé le nombre de dossiers. Et ça, nous, on le sait. D'accord. Que moi, Parce je que sais vous avez accès à combien de... On a 100 partenaires bancaires. On ne travaille pas avec toutes les banques, on travaille quand même avec de gros acteurs du marché, y compris, donc ça va du Crédit Agricole, les Sociétés Générales, BNP. Y compris dans les régions. Y compris en Et région. pas forcément la région de là où la Alors, personne en est. général, on emprunte dans la D'accord. région où on habite, enfin, D'accord. en tout cas, on va Mais faire le vous bien. avez une visibilité qui est une Tout à visibilité fait. globale et vous nous dites quand même qu'il y a des différenciations qui sont énormes de tarification liées à ce système. Lié qui à ce système qui a un côté un peu promo. C'est-à-dire Ah oui, c'est que incroyable, ça. j'ai pas assez de dossiers, je vais alors, ils m'ont envoyé, enfin, c'est comme ça que ça se fait. Envoyez-moi C'est la les fin du dossiers parce marché, que j'ai pas fait mes objectifs. Et puis, le mois d'après, 15 jours plus tard, c'est plus vrai. C'est pour ça qu'on dit toujours que la banque de la cousine n'est pas forcément la banque qu'il vous faut, parce que la cousine a peut-être fait son crédit justement à un moment donné au moment du taux promo, et puis vous arrivez après. Et ça, ces stocks-là, c'est sur combien de temps? C'est des campagnes c'est en gros c'est des trimestres, mais c'est vrai qu'on a une banque qui a fait un très bon premier trimestre, elle a peut-être un peu moins agressive au second. Il y en a d'autres qui se réveillent souvent, qui se réveillent en septembre, qui disent on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas fait assez, donc du coup en septembre elles attaquent. C'est assez drôle. Thomas, dans le crédit professionnel, on va en parler, vous allez nous expliquer ce que c'est tout à l'heure. On a aussi ce même principe. D'abord, est-ce qu'on perçoit une remontée des taux depuis le début de l'année en fonction des événements géopolitiques et autres? Mais est-ce qu'aussi vous avez ce côté stock, j'ai à brader un peu de stock ou pas? Alors, selon les données Banque de France, Oui. 4e trimestre 2021, les taux sont toujours bas sur le crédit professionnel. D'accord. On constate du 1,20 sur 15 ans notamment. Pour l'instant, on ne remarque pas une tendance haussière. Néanmoins, on peut imaginer que dans les C'est prochains ça. mois, Ce qu'on voit sur le crédit immobilier, ce qu'on voit sur tous les taux, Oui. on va le voir chez vous aussi. il va se dupliquer naturellement sur le crédit professionnel aux entreprises. En tout cas, alors petites entreprises, TPE et PME. Ouais. Mais on risque de le constater effectivement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maxime, vous avez des remontées, vous êtes en contact avec des centaines de milliers de personnes. Vous Ouais. avez cette inquiétude qui remonte un peu sur le crédit immobilier? Oui, tout à fait, des grosses inquiétudes sur les remontées des taux. Crédit IMO, crédit conso aussi pour les particuliers. Avec une petite différence pour le crédit conso qui est qu'il y a encore beaucoup d'argent de côté de la part des Français et que D'épargne pour le encore, coup, il peut d'accord. y avoir des promotions sur les crédits conso parce que les La vendeurs demande de est moins crédit forte. conso ont du mal à vendre puisque les gens ont beaucoup d'argent de côté suite à la crise du Covid.
Vous conseillez, du coup, Éric Giraud, votre partie, c'est le placement, hein, c'est pas le crédit immobilier, mais d'un coup, quelqu'un qui vient vous voir en vous disant j'ai de l'argent de côté, est-ce que je dois mettre un peu plus d'argent en apport parce que les taux remontent un peu, ou vous dites non, non, continuez à profiter des taux de l'immobilier parce qu'on peut avoir des On a placements. tendance à dire profiter des taux de l'immobilier. Donc aller à l'apport minimum, même si vous avez de Bien sûr, l'épargne. C'est clair. Bien sûr. sûr. Aujourd'hui, c'est une période où Vous dites il bien faut sûr, savoir s'endetter. c'est aussi évident que ça, oui. Ah oui. Oui, parce je crois que historiquement, on a rarement constaté des taux aussi bas. D'accord, Or, avec une inflation qui remonte, il vaut mieux s'endetter. d'accord. Vous dites bien sûr Ah mais aussi. c'est évident. C'est-à-dire, que- vous dites aux gens qui vous appellent, les gens qui nous contactent, on leur dit Bah, mettez l'apport minimum. En fait, c'est l'apport minimum qui est nécessaire pour financer votre projet, D'accord. ou que la banque va vous demander. Enfin, dire qu'en fait, si vous pouvez pas emprunter plus de 200 et que vous avez besoin de 220, bah, vous allez mettre 20 si vous les avez. Mais évidemment, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui repart, qui est au-dessus des taux. En fait, qui s'endette s'enrichit. Hein. Ceux qui achètent cash aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Enfin, genre, c'est au rayon. Alors, Donc les vous gens, dites ça peut qu'il y a rassurer. laissez votre argent chez Eric. Ah bah mettez votre voilà, argent chez chez Eric, Eric, et nous, on s'occupe de la partie. Et endettez-vous au maximum, à 1%, même à 1,5%. Ça peut être un slogan de l'élection C'est s'endetter, présidentielle. c'est s'enrichir. Ça aurait pu être un slogan, effectivement, mais on va en Il y a parler. aucun- il y a C'est aucun- raté, malheureusement. Il n'y a aucun candidat qui l'a repris, ce slogan. Non, malheureusement. Donc on est en pleine élection présidentielle. Est-ce que cette élection présidentielle, elle va avoir, c'est quand même notre sujet ici, hein, le pouvoir d'achat. Ouais. Est-ce qu'elle va avoir un impact? Est-ce qu'elle peut avoir un impact sur notre Non, pouvoir d'achat? malheureusement, la campagne est en train de se finir et on n'a pas vu grand-chose sur le pouvoir d'achat, alors même que c'est la première préoccupation des Français. 60% des Français, selon les mois, considèrent que c'est leur préoccupation numéro 1. La sécurité, ou plutôt l'insécurité ou l'immigration, c'est que 40%. Et malgré ça, cette campagne a quand même été caractérisée par une très grande indigence sur les propositions pour le pouvoir d'achat. On a parlé un petit peu des frais de succession. Plutôt des droits de succession. On va en parler, évidemment. Mais malheureusement, pas grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu attendre et qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, chez Monevox? Qu'est-ce que vous défendez comme idée sur le pouvoir d'achat? C'est quoi votre programme, le programme Monevox du pouvoir d'achat? Nous, on a fait 10 propositions oui, c'est pour ça que je il y vous a en quelques parle. semaines. Ouais. Puisque il y a un problème de pouvoir d'achat en France qui est lié au salaire, mais pas que. Il y a beaucoup de sujets de concurrence. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a fait des propositions pour que les gens puissent changer plus facilement d'opérateur et réaliser aussi du pouvoir d'achat là-dessus. Mais malheureusement, alors à part la proposition sur l'assurance emprunteur et le transfert, la résiliation anticipée et facilitée de l'assurance emprunteur sur les crédits immobiliers, C'est acté. qui elle est passée. Oui. Qui est une bonne mesure. Alors, Maëlle. C'est Ouais, une excellente mesure. Ok. Il y a un ou deux petits bémols, notamment, mais je ne sais pas forcément le lieu d'en parler ici, mais sur la fin du questionnaire santé, parce que quand on démutualise, quand on mutualise totalement un risque, on se doute bien que ceux qui avaient des taux très préférentiels, Ah oui. parce qu'ils étaient en très bonne santé, très jeunes, il va falloir à un moment donné qu'ils payent un peu pour les autres. Ah bon, d'accord. Il y a un côté... Non, non, c'est comme ça que vous dites. Encore une fois, on ne pourra plus identifier de risque. La seule chose qu'on verra, c'est si on est fumeur ou non fumeur. Donc ça va faire très mal aux fumeurs, mais bon, passons. Mais sinon, entre quelqu'un qui fait 1m70 et 50 kg et quelqu'un qui fait 1m70 et 90 kg, on ne le verra pas. Ils ne pourront plus le voir. Ouais, Donc forcément, on va mutualiser. C'est plutôt à mon On va moins avantage. tarif. Par rapport à Maxime, c'est ce que vous vouliez dire? On verra l'âge, toujours marqué. Ah Ça oui, sera la date de d'accord. naissance. alors Il là, reste la date de naissance. Bon, alors je suis mort de toute façon. Maxime, donc on n'a rien à attendre de cette campagne. Bon, il y a eu quelques propositions. Alors, côté pouvoir d'achat, niveau entrée d'argent, Oui. on a eu des propositions sur le SMIC avec notamment évidemment la gauche qui fait des propositions plus ambitieuses sur le SMIC que la droite, notamment un SMIC à 1 500 € pour Mélenchon ou pour Jadot. Jadot, c'est à terme. Des propositions également sur une baisse de TVA. On a eu par exemple, là encore, Mélenchon qui propose de baisser la TVA sur les produits de première nécessité en échange d'une recréation d'une TVA de luxe comme on a connu dans le Monopoly, taxe de luxe. Mais à part ça, c'était assez faible. Et, Vous êtes déçu? Je suis un peu déçu. Souvenez-vous, il y a 40 ans, on avait peur que les chars soviétiques entrent dans les Champs-Élysées. Il y a 20 ans, les gens un peu fortunés se posaient la question de cacher leur argent en Suisse à la veille des élections présidentielles. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien du tout qui se passe sur la question du pouvoir d'achat, ce qui est quand même regrettable parce que c'est quand même la meilleure façon de changer la vie des Français.
Eric, on a eu quand même un sujet, et il a été évoqué par Maxime, dont quasiment tous les candidats ont Pratiquement tous parlé, les candidats ont c'est le abordé sujet effectivement des droits de la succession. taxation Alors des- certains pour dire il faut tout prendre, Oui. et puis pour dire d'autres pour dire bon peut-être pas il faut pas tout laisser, mais en tout cas il faut baisser les droits de succession. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la réflexion et surtout quels sont vos conseils pour bien transmettre dans les meilleures conditions? Parce La que c'est ça réflexion, aussi le ce que placement. l'on entend, c'est systématiquement une réflexion chiffrée. Et c'est vrai, quand on entend des individus, ils sont tous sensibles à cette transmission. Pourquoi? Parce que quand on transmet un capital, on ne transmet pas simplement de l'argent. C'est le résultat d'une vie, c'est le résultat de... comment dire? On transmet de l'amour. Évidemment. D'accord? Donc, oui, tout le monde y est sensible. Que l'on ait un patrimoine important ou pas. Ce n'est pas simplement une question de montant. Maintenant, aujourd'hui, oui, je crois qu'il est important, là aussi, d'anticiper ces décisions successorale, non pas par rapport à l'élection, hein, j'entends bien, hein, mais par rapport effectivement à sa situation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a tendance aujourd'hui à hériter de plus en plus tard. Bah oui, hérite en général à 60 ans, compte tenu de l'évolution de la durée de vie. Donc, il faut prendre des dispositions et utiliser les outils les plus favorables. Les outils les plus favorables sont notamment les donations Il y en pour a, transmettre de son vivant, bien sûr. Ouais. Les donations pour transmettre de son vivant. D'ailleurs, dans l'élection présidentielle, on parle, il y a des projets pour augmenter les seuils et diminuer les délais. Et au-delà des donations, il y a bien entendu les produits financiers tels que l'assurance vie, puisque c'est le premier produit pour transmettre un capital. Il y a aussi l'épargne retraite qui permet, avec quelques différences, mais de transmettre un capital, ou bien, mais là c'est plus à la marge, des produits comme les placements forestiers. Alors si on revient sur l'assurance vie, les règles en matière de transmission n'ont pas bougé depuis 23 ans. C'est-à-dire que le seuil, ou du moins l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, date d'il y a 23 ans. Ah oui, d'accord. Alors, et l'âge de 70 ans date d'il y a 30 ans. Donc, il faut savoir que quand ça a été mis en place, cet âge notamment de 70 ans, à partir duquel on ne peut transmettre qu'un capital de 30 500 €, l'espérance de vie était de 72,9, 73 ans. Ouais, donc on y pour était les hommes. presque, quoi. Aujourd'hui, on est pratiquement à 80. Ouais. Donc tout a évolué. D'accord. Ça n'a Et pas ça, été ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Bon. Donc il est Mais important. ça reste quand même Ah, mais ça reste aujourd'hui encore chez une fois- Meilleur Taux Placement, quand on vient vous voir et qu'on vous parle de transmission, vous dites assurance vie déjà. Bien Sans- sûr, sans hésiter. Sans hésiter. Encore une fois, en parler ne porte pas à conséquence. Prendre ces dispositions, c'est pas se déposséder. On reste propriétaire de son épargne. On transmet uniquement en cas de décès. D'accord? Avec donc des seuils d'exonération relativement avantageux. 152 000 € par bénéficiaire pour un couple avec 2 enfants. Ça fait quand même 600 000 €. C'est énorme. Et c'est énorme. Bon, 600 pour 000 € Maël, sans c'est droit. rien, mais pour nous, c'est Pour le commun des mortels, c'est très Pour les important. petites gens comme Maintenant, pour le peuple. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'assurance vie, on peut souscrire son contrat et transmettre au jour du décès, mais on peut très bien aussi, comme on ouvre des livrets A aux enfants, leur ouvrir des contrats d'assurance vie, les abonder, aux différentes occasions, que sont les anniversaires, que sont un diplôme, etc. D'accord, ça En vous faisant- conseillez de faire ça? Bien sûr. Ouais, parce Bien que sûr. si vous voulez, on a toujours Ouais, l'idée c'est quand vrai. même On peut de faire des libéralités. l'assurance vie. D'abord, on se dit, d'abord la transmission, on se dit qu'il faut s'en occuper le plus tard possible. C'est une erreur déjà. C'est une erreur. D'accord. Et l'assurance vie, on a quand même l'impression que c'est un produit, une fois qu'on a pris sa résidence principale, une fois qu'on a tout fait, on va vers l'assurance vie. Vous dites pas du tout. Oui, pas du tout. Et vous dites même à un enfant. Ouais, vous conseillez D'ouvrir. d'ouvrir pour quand on a des Donc jeunes d'ouvrir un enfants. livret A, C'est ouvrez-leur bien une mieux que ouvrez-leur d'ouvrir une un livret A, assurance vie. c'est Bien clair. sûr. C'est bien mieux, c'est clair. Ah Pourquoi, bah, Maxime? c'est évident, puisque le livret A, de toute façon, avec les nouvelles modalités de calcul de son taux d'intérêt qui ont été mis en place il y a 2 ans, il n'est plus du tout indexé sur l'inflation, ce qui fait que quand vous mettez, je ne sais pas, 5 000 € à la naissance d'un enfant, de votre petit enfant, en espérant qu'il puisse utiliser ça pour financer ses études, en fait, cet argent-là va perdre de la valeur au fur et à mesure À des cause de années, l'inflation. à cause de l'inflation. Et quand il aura 20 ans et qu'il voudra faire une université chez Monsieur Bostock prestigieuse, malheureusement, ça lui couvrira que 1 ou 2 mois d'études, puisque les 20 000 € ne vaudront, les 5 000 € pardon, ne vaudront plus rien. Donc vous dites de toute façon, quitte à faire quelque chose, autant faire un contrat d'assurance vie. Autant faire un contrat d'assurance vie. En plus, à la naissance ou quelques années après la naissance, vous avez un horizon de placement qui est super intéressant. Donc vous pouvez même prendre des risques pour cet enfant-là et ça paiera au fur et à mesure des années. Et quand il aura 20 ans, il aura beaucoup plus de chances de financer ses études avec ce capital-là qu'avec un peu d'argent placé sur le livret A. Éric Giraud, à partir de quand il faut s'occuper de sa succession? Il n'y a pas d'âge. Encore une fois, dès lors qu'on a des responsabilités, dès lors, je pense qu'on est
qu'on est marié ou en couple, et notamment avec les enfants. Là, ça devient On peut s'y prendre tôt. Bien sûr, il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt parce que plus on s'y prend tôt, plus on a des avantages. Non, puisque la limite est fixée à 70 ans, mais plus on s'y prend tôt, plus on va constituer un capital relativement conséquent pour permettre à ses proches de faire face. Très bien. Thomas, vous êtes venu donc de Londres exprès pour nous voir. Je viens d'arriver. Ils vous ont laissé passer. Non, plus sérieusement, donc vous proposez de reprendre en fait le pouvoir sur nos crédits, mais pas n'importe quel crédit. Hein. Vous vous occupez des crédits professionnels. C'est quoi exactement? Exactement. Alors, le crédit professionnel et le courtage en crédit professionnel ressemblent en quelque sorte au courtage en crédit immobilier qu'on connaît tous autour de cette table et que de nombreux Français connaissent. Ce qu'on fait en crédit professionnel, c'est qu'on accompagne les indépendants, les TPE et les PME. Et tout à l'heure, vous évoquez la communauté de Meilleur Taux, un peu plus de 3 millions de personnes. Mais figurez-vous, il y a un peu plus de 3 millions d'entreprises aujourd'hui qui sont soit des indépendants, des entrepreneurs individuels, des TPE et des PME. Et c'est cette économie réelle qu'on accompagne, ce que j'appelle l'économie réelle. Ce sont les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, les professions libérales, du chiffre de la santé. Et quel type de financement? C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pourquoi et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, majoritairement, ce sont des financements donc, long terme, ce qu'on appelle long terme 12 à 15 ans, sur les financements de murs professionnels ou de locaux commerciaux. Donc ça, c'est on va dire, la majorité des dossiers qu'on accompagne. Ensuite, on accompagne aussi des dossiers et des financements qui sont des financements de fonds de commerce, par exemple, ou des rachats de parts sociales. Aujourd'hui, l'artisan, boulanger, le boucher, l'architecte va peut-être vouloir racheter des parts ou un fonds de commerce, alors en reprise ou en création. On finance. Ça, vous le faites? On le fait. Exactement, on le finance partout en France, dans tous les villages et les villes de France. Donc si on décide avec Eric d'ouvrir une boulangerie, vous nous financerez? Exactement, nos partenaires bancaires accompagnent tout type de financement et c'est là où on spécialise. Et puis le troisième on va dire, pilier qu'on accompagne, ce sont les financements court terme. Aujourd'hui, vous êtes un indépendant, vous lancez votre activité, vous avez besoin de 15, 20, 25 000 euros. On a des partenaires aujourd'hui qui accompagnent ces demandes. Pourtant, on avait toujours l'impression qu'un peu le besoin en fonds de roulement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas financer facilement. Vous vous dites, on peut le faire? On peut le faire. Aujourd'hui, on a des partenaires spécialisés qui accompagnent justement les auto-entrepreneurs notamment. Et aujourd'hui, il faut arriver à défricher un peu ce marché-là parce que quand on est jeune et on démarre et on a besoin d'un peu de capital pour se lancer, enfin plutôt d'un prêt pour se lancer, on a des partenaires qui le font et ça, c'est très intéressant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces crédits professionnels, il faut avoir un super rating, il faut avoir des super bilans, il faut être super bénéficiaire, ou est-ce que vous avez la possibilité d'aider un peu tout le monde? Alors, aujourd'hui... C'est très sélectif ou pas? Alors, il y a quelques, on va dire, règles de bon sens. Quand on veut financer une activité, une reprise d'un fonds de commerce par exemple, il faut avoir un minimum d'apport. Aujourd'hui, personne ne vous prêtera 100% des fonds nécessaires. D'accord, bon là on est un peu dans le même principe que du crédit immobilier. Ça, c'est quoi le type de pourcentage d'apport Sur un fonds de commerce, une reprise d'un fonds de commerce, on est entre 20 et 30% par exemple. On a aussi, en plus de nos partenaires bancaires qui vont accompagner la dette, donc aujourd'hui vous amenez 20 à 30% d'apport, plus vous allez chercher une dette bancaire, mais on a aussi on va dire des partenariats avec BPI France, avec la CIAGI par exemple, qui sont des cautions pour rassurer les banques sur le financement. Et après, on va aussi chercher des aides que je qualifie d'étatiques au niveau régional pour accompagner ces entrepreneurs également. Et là, ça veut dire que comme Maël, vous avez accès à plusieurs dizaines de banques ou... Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 80% des banques au niveau national ou au niveau régional avec lesquelles nous avons des conventions qui nous font confiance depuis plusieurs années et donc qui nous permet aujourd'hui d'accompagner une entreprise, un dirigeant d'entreprise pour vraiment pouvoir, on va dire, sélectionner l'offre la plus pertinente et la plus compétitive pour son projet de vie et de professionnel. Donc là, vous dites aux gens qui nous écoutent, si vous vous lancez, si vous avez une entreprise, si vous cherchez du financement professionnel, venez nous voir. Exactement. Exactement. Et les taux aujourd'hui sont encore assez favorables. Les taux sont favorables et il faut savoir que le taux frontal, en fait, que propose une banque sur un crédit moyen long terme, bien sûr, est assez attractif en ce moment à cause et grâce au taux bas. Néanmoins, quand on est une entreprise, il n'y a pas que le taux frontal du crédit, il y a tout, on va dire, les frais annexes, les frais de dossier, les frais de dossier, mais également, demain, vous êtes restaurateur, vous reprenez un restaurant, le taux frontal, c'est une chose, mais après, il y a la monétique. Demain, vous avez 10 000 euros par chiffre d'affaires par semaine, 43 000 euros par mois.
on va dire que 80% va passer par votre TPE, votre terminal de paiement, il faut aussi analyser ces coûts-là. Et ça varie énormément. Ça, vous en occupez aussi? On s'occupe de faire en sorte que lorsqu'on remet une offre au client professionnel, on a analysé tous les postes les plus importants, ce qui nous permet de lui présenter l'offre la plus compétitive du marché et qui correspond surtout à l'entreprise qui dirige. Très clair. On va passer maintenant à 2 séances qui vont devenir des séances cultes, des séquences, notamment celle du bon tuyau. On est là pour vous donner des conseils, on est là pour vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat, à reprendre le contrôle de votre argent. Alors je vais demander à tous nos experts d'abord de me livrer leur bon tuyau en quelques mots, Maëlle. Alors le bon tuyau, c'est en fait de penser à rembourser quand on fait un crédit immobilier, si vous pouvez rembourser vos crédits conso, en tout cas, on va dire les queues de crédit conso, quand il vous reste pas grand-chose à rembourser, parce que même si ça représente 100 ou 200 euros par mois, ça va rentrer dans votre endettement. Donc si vous pouvez rembourser 1000, et ben les 200 qui traînent de conso, ça va plus faire que 800 pour le crédit immobilier. Donc imaginons qu'il va, je sais pas moi, 1005 sur un et puis 1008 sur l'autre. Pour rembourser cette somme-là, ces sommes-là, et ça vous libère de l'endettement. Donc, faites un peu de ménage. Faites un peu de ménage dans vos consos. Maxime Chipoy, en plus court encore que Maëlle. En plus court, regardez vos relevés de compte bancaires. Les gens ne le font pas assez. Et sur les relevés de compte, vous avez des infos à la fois sur vos frais bancaires. Et là, les gens ne savent jamais combien ils payent en frais bancaires. Et aussi, vous voyez passer des abonnements, par exemple, que vous ne pensez pas avoir souscrit. Vous avez oublié de souscrire. Et ça permet là aussi de faire le ménage et de pas mal économiser au final. Je vais le faire. Éric Giraud. Eh bien, le bon tuyau, c'est qu'aujourd'hui, à 70 ans, on n'est pas vieux. Je disais tout à l'heure que les 70 ans dataient d'il y a 30 ans, cette fameuse date. Il y a 30 ans, on était peut-être vieux. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Et il est toujours temps d'agir après 70 ans. Il y a 30 500 de transmissions sans droit de succession, mais il y a aussi et surtout l'exonération sur la totalité de la plus-value. Donc, si vous mettez 100 000 euros, vous serez taxé sur 69 500, mais si vos 100 000 deviennent 200 000, les 100 000 de plus-value ne seront pas taxés. Donc ça, c'est un énorme avantage. Toi? Ne vous arrêtez jamais à un refus bancaire. Vous avez un projet de vie professionnel. Ce n'est pas parce que votre banque vous dit non qu'il ne faut pas croire en votre projet, qu'il ne faut pas aller voir toutes les autres banques pour voir si votre projet peut être accompagné. Et comme on dit de l'autre côté de la Manche, never take no as an answer. Très bien, on sent l'ancien dragueur de boîte qui allait en permanence. Allez, on passe à ce que vous attendez tous, le bon vieux coup de gueule. Mais je sens que vous avez envie d'en faire un. Non, bah alors, c'est répétitif, mais c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors ça, c'est un super cadeau qu'on a fait, enfin qu'on a annoncé, qui a été fait, ce qui va du coup se répercuter directement sur les propriétaires qui voient leur taxe foncière littéralement flamber, parce que les mairies ne peuvent pas faire sans cet impôt. Donc on a pris dans la poche de Paul pour donner à Pierre. Mais Paul, il a sa poche qui n'est pas forcément énorme, et on a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui sont vraiment en difficulté parce que les taxes foncières augmentent et parce qu'il n'y a plus cette taxe d'habitation qui pouvait compenser, que tout le monde payait, pas seulement les propriétaires. Maxime, votre coup de gueule. Alors mon coup de gueule, c'est un coup de gueule sur la responsabilité à la fois de Google et de l'État français dans les arnaques financières, puisque aujourd'hui, quand vous tapez sur Google, par exemple, livret d'épargne, pour chercher un livret d'épargne sympa pour y placer votre argent, vous tombez en premier résultat de Google sur des livrets qui sont des arnaques. On vous propose du 3 ou du 4% par an pour un livret d'épargne. J'ai vu du 8. Oui, alors il y a quelques années c'était du 8, maintenant c'est plutôt du 4-5. Il s'adapte, voire même du 3-4. Il s'adapte et ça a l'air beaucoup plus crédible. Bah oui. Et en plus ça apparaît en premier résultat de recherche de Google, alors que ce sont des publicités qui sont de moins en moins visibles et les gens se font avoir. Donc déjà Google, dont la raison d'être est de présenter les meilleurs résultats, quand ils vous font passer des pubs dans les 4 premiers résultats, c'est un vrai problème. Et mon autre coup de gueule, c'est la responsabilité de l'État, puisque depuis 2002, qui correspond à peu près à la naissance de Google, qui a dû être créé en 2001, les effectifs de la DGCCRF qui sont chargés de surveiller ce genre d'arnaque ont fondu de 25% en 20 ans, alors même que Internet se développant, les arnaques se sont multipliées. Il est très énervé. Eric? Mon coup de gueule, ce sont les frais. Encore une fois, là, c'est récurrent, ça revient systématiquement. Bercy s'était ému l'année dernière des frais trop élevés sur les plans d'épargne retraite. Et on a constaté cette année que certains ont baissé leurs frais d'entrée de 4,5 à 2,5, ce qui était complètement aberrant, puisque de toute façon, il n'y a pas lieu de payer des frais d'entrée pour abonder un plan d'épargne retraite. Ça devrait être à 0, comme ça l'est aujourd'hui, dans tous les contrats qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, c'est une En aberration. particulier chez nous. En particulier chez nous, bien sûr. Principalement chez nous. Thomas, il y a des coups de gueule de l'autre côté de... Il y en a parfois, mais je vais vous en partager un aujourd'hui.
Il ne faut pas être victime des délais et des process beaucoup trop longs. Quand un dossier est instruit dans sa banque, il ne faut pas attendre sans visibilité. Alors, ça contribue au développement de notre activité de courtage en crédit professionnel, donc d'accompagner ces dirigeants d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent un labyrinthe quand on ne connaît pas le milieu bancaire, quand on doit s'adresser à une banque ou une autre. Et donc, il ne faut pas être victime de ces délais qui sont beaucoup trop longs, ou parfois les dirigeants d'entreprise avec qui j'échange tous les jours, toutes les semaines, nous disent « mais ça fait 3 semaines que je n'ai pas eu de retour de ma banque, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour ma recherche de financement ?» Et bien sûr, c'est notre rôle d'accompagner ces dirigeants pour que le process soit efficace et qu'il n'y ait pas de surprise et que ça aille au bout rapidement. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez revoir cette émission ou la voir sur YouTube, et vous pouvez aussi voir les 2 premières sessions qu'on avait faites qui étaient passionnantes sur YouTube. En tout cas, on se retrouve dans un mois. À bientôt.